Il songea à Claire. Était-elle au courant? Faisait-elle partie de cette machination? Sa tentative de l'impliquer dans le cercle, ses paroles sur la liberté, tout cela lui semblait désormais faire partie d'un scénario orchestré. Mais au plus profond de lui, John espérait encore qu'elle n'était pas de cette trempe, qu'elle avait été entraînée malgré elle, qu'elle était une victime comme lui. Cet espoir était ténu mais il l'empêchait de sombrer complètement. Il passa toute la journée dans un état second. Il ne se rendit pas à l'école et ne répondit pas aux appels de son travail. Il demeura dans le salon, contemplant une photographie de Claire, des enfants et lui sur la plage, 2 années auparavant. Leur sourire, leur bonheur lui paraissait désormais si lointain, presque fictif. Il aurait voulu retourner à ces moments-là, mais savait que c'était impossible. Le soir venu, il prit une résolution. Il se rendrait à la réception dans la demeure du juge, non par désir, non parce qu'il accordait foi aux paroles de Marc. Il irait pour comprendre jusqu'où s'étendait ce réseau et trouver le moyen de l'anéantir. Il savait que c'était périlleux, qu'il risquait de tout perdre, mais il n'avait pas le choix. Le piège s'était refermé et désormais il ne pouvait que lutter ou capituler. La voix était grave avec un léger enrouement, mais John ne la reconnut pas. On pourrait dire cela, répondit-il, s'efforçant de paraître neutre. L'homme sourit, ses dents scintillant sous la lumière du lustre. N'ayez crainte, dit-il. Chacun ici éprouve de la nervosité au début. Mais ensuite vous comprendrez pourquoi vous êtes venu. John ne répondit pas, mais ses doigts se crispèrent autour de son verre. L'homme s'éloigna, disparaissant dans la foule, et John sentit son cœur battre plus fort. Il commença à déambuler dans la salle, tentant de demeurer dans l'ombre, mais ses yeux cherchaient des détails, des gestes, des voix, tout ce qui pourrait lui donner un indice. Il remarqua un escalier menant au second étage et 2 gardes à sa base. Quelque chose lui soufflait que la véritable réception ne se déroulait pas ici en bas, mais là-haut derrière des portes closes. Il s'apprêtait à s'approcher quand il l'aperçut. Claire. Son masque était argenté, orné de motifs délicats évoquant une toile d'araignée, mais il la reconnut à sa démarche, à la façon dont elle inclinait la tête en écoutant son interlocuteur. Elle se tenait près de la fenêtre, conversant avec une femme vêtue d'une robe verte. John se figea, sa respiration devint laborieuse. Elle paraissait assurée, détendue, comme si ce n'était pas sa première fois en ces lieux. Il voulut s'approcher, mais Marc l'arrêta, surgissant de la foule. « Ravi que vous soyez venu, dit Marc, son masque bleu sombre orné d'étoiles argentées. Sa voix était amicale, mais on y percevait de l'acier. Venez, je vais vous montrer de quoi il retourne. John ne voulait pas le suivre, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Marc le conduisit à travers le hall jusqu'à cet escalier même. Les gardes s'écartèrent pour les laisser passer, et John sentit son estomac se nouer. Ils montèrent au second étage, où le corridor était éclairé par des lampes tamisées, et les portes étaient closes. Marc s'arrêta devant l'une d'elles et se tourna vers John. « C'est ici que la véritable soirée commence, » dit-il. « Mais d'abord tu dois comprendre que ce n'est pas simplement une fête. C'est un rituel, une façon d'être honnête avec soi-même. » John demeura silencieux, ses yeux rivés sur la porte. Marc l'ouvrit, et ils pénétrèrent dans une pièce où la lumière était douce, presque intime. Au centre se trouvait une longue table, autour de laquelle étaient assis plusieurs personnages masqués. John reconnut le juge Walter à sa posture, à la façon dont il tenait son verre, qui le trahissait malgré le masque. Assise à côté de lui se trouvait la femme que John avait vue aux informations, une associée d'un cabinet d'avocats. D'autres visages demeuraient cachés, mais leur présence pesait comme un air lourd avant l'orage. « Assieds-toi, » dit Marc en désignant une chaise. John s'assit les mains sur les genoux, pour que personne ne remarque comme elle tremblait. Il sentait des regards dirigés vers lui, mais personne ne parlait. Le juge Walter se pencha en avant, sa voix basse presque hypnotique. « Tu es ici parce qu'on t'a donné une chance, » dit-il, mais la chance exige la confiance. « Es-tu prêt à nous faire confiance ?» John voulut répondre, mais sa gorge était sèche. Il hocha la tête, bien que tout en lui criait de fuir. Marc sourit et alluma l'écran encastré dans le mur. Une vidéo y apparut, familière mais nouvelle. Claire,
dans la même chambre qu'il avait vue sur la clé USB, mais cette fois elle ne participait pas seulement. Elle dirigeait la caméra, sa voix calme et assurée donnant des instructions. Plus près, plus lentement, montrait son visage. John sentit le sang se retirer de son visage. Ce n'était pas un accident, pas du chantage. Claire n'était pas une victime, elle était une créatrice. Ta femme, dit Mark, sa voix presque compatissante, est avec nous depuis longtemps. Elle n'est pas seulement une participante. Elle est l'une des personnes qui rendent cela possible. Les billets sont son idée. Ils nous maintiennent unis et assurent l'égalité. John regardait l'écran, mais ne voyait rien d'autre que son visage. Claire, sa Claire, la femme qu'il aimait, qui lisait des histoires aux enfants, qui pleurait dans ses bras, elle était le cerveau de ce réseau. Il se souvint de ses paroles sur la liberté, de sa tentative de l'impliquer, et réalisa que ce n'était pas une ruse. Elle y croyait. Elle voulait qu'il devienne pareil. Pourquoi? Parvint-il à articuler, sa voix rauque. Le juge Walter répondit, son ton presque paternel. Parce que la vérité vous affranchit, dit-il. Nous sommes tous ici pour être qui nous sommes vraiment. Point de masque, point de mensonge. Mais le monde extérieur n'accepte point la vérité. C'est pourquoi nous la protégeons. Les archives constituent notre assurance. Elles nous rendent égaux. John se sentit nauséeux, égaux. C'était une cage où chacun tenait l'autre enchaîné, et Claire, son épouse, était de celles qui forgeaient ces chaînes. Il regarda Mark, le juge, les autres, et réalisa qu'ils n'étaient point simplement des gens. Ils étaient autre chose, des êtres qui se dépouillaient de leur forme humaine pour assouvir leurs désirs. Les masques sur leur visage étaient ironiques. Il ôtait leur véritable masque ici, dans ces salles où la morale, la conscience se dissolvaient dans le crépuscule. « Que voulez-vous de moi » demanda-t-il, sa voix était calme, mais il y avait un accent d'acier en elle. Mark se pencha plus près, ses yeux étincelants. « Nous voulons que vous deveniez l'un des nôtres, dit-il. Vous en savez déjà trop. Il n'y a point de retour en arrière pour vous. Mais nous ne sommes point ennemis, John. Nous pouvons vous donner tout le pouvoir, les plaisirs charnels, la sécurité. Tout ce que vous avez vu à l'extérieur, accusations, rumeurs, disparaîtra. Dites simplement oui. » John demeura silencieux. Il songea à Claire, aux enfants, à sa vie qui lui semblait désormais un mirage. Il pensa à Sarah Mills, aux preuves compromettantes qu'ils avaient orchestrées, à la rapidité avec laquelle ils avaient ruiné sa réputation. Il savait que le refus signifierait la fin non seulement pour lui, mais aussi pour Emma et Lucas. Mais le consentement signifiait la perte de lui-même, de son âme, de ce qui le maintenait encore humain. « J'ai besoin de temps, dit-il finalement, sa voix était égale, mais tout brûlait à l'intérieur. Le juge Walter acquiesça comme s'il s'y était attendu. « Vous avez jusqu'à la fin de la nuit, dit-il. Mais souvenez-vous, nous n'aimons point attendre. » Mark le reconduisit dans la salle où la musique devint plus forte et les invités plus détendus. John vit des couples disparaître dans les corridors, des mains effleurer des épaules, des regards devenir francs. Il vit Claire maintenant au centre de la salle, son rire résonnant comme une cloche, mais pour John cela sonnait comme un glas. Elle était leur reine, leur prêtresse, et lui son époux n'était qu'un pion. Il prit davantage de whisky et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la rue sombre. Ses pensées étaient chaotiques, mais une chose était claire, il ne pouvait faire partie de cela. Ne pouvait les laisser triompher. Mais comment s'échapper? Il savait que les archives constituaient leur force. S'il les trouvait, les détruisait, il pourrait anéantir le réseau. Mais cela signifiait trahir Claire, anéantir son univers, et peut-être même se perdre lui-même. La nuit s'étirait interminablement, et John sentait le temps lui échapper. Il observa les convives derrière leurs masques et comprit que la véritable mascarade ne faisait que commencer. Et il devait décider qui il serait dans cette comédie, une victime, un acteur, ou celui qui arracherait les masques de tous. La nuit dans le manoir du juge Walters laissa un vide dans l'âme de John, semblable à celui qui subsiste après un incendie, quand seules demeurent les braises d'une demeure. Il rentra chez lui au matin, son costume imprégné d'un parfum étranger,
et le masque jeté sur la banquette arrière de sa voiture semblait incarner tout ce qu'il avait contemplé. Les visages masqués, le rire de Claire, sa voix assurée dans les enregistrements, les magistrats, tout cela se mêlait en un kaléidoscope qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Il s'installa dans le salon, regardant les premiers rayons du soleil percer les rideaux, et ressentit que sa vie s'était scindée en un avant et un après. Une seule question demeurait: que faire désormais? Claire revint plus tard, sa démarche légère, presque dansante. Elle pénétra dans le salon, ses cheveux légèrement ébouriffés, et ses yeux pétillaient comme si elle avait bu non pas du vin, mais de l'énergie pure. Elle regarda John, assis dans son fauteuil avec un verre d'eau, et son sourire était doux, mais teinté d'une pointe de moquerie. « Tu n'as pas dormi ?» demanda-t-elle en ôtant son manteau. « Tu as l'air d'avoir vu un spectre. » John leva les yeux, son regard sombre et las. Il ne répondit pas immédiatement, se contentant de l'observer, tentant de retrouver dans son visage quelques traces de la femme qu'il connaissait. Mais Claire, debout devant lui, était différente. Ni épouse ni mère, mais quelqu'un qui appartenait à un monde qu'il ne pouvait comprendre. « J'y étais, dit-il finalement, sa voix rauque mais ferme, à votre soirée. » Claire se figea, sa main tendue vers son sac s'immobilisa. Elle se tourna vers lui, les sourcils levés, mais sans surprise sur son visage, seulement une curiosité modérée. « Comment as-tu trouvé cela ?» demanda-t-elle, son ton presque enjoué. « Cela t'a-t-il plu ?» John sentit la colère bouillonner dans sa poitrine, mais il se maîtrisa. Il se leva, son mouvement lent, comme s'il craignait qu'un geste brusque ne brise l'équilibre fragile. « Je t'ai vu, dit-il dans les enregistrements. Tu n'étais pas simplement présente, Claire, vous filmiez. Tu dirigeais. C'est ton idée, n'est-ce pas ?» Claire demeura silencieuse quelques secondes, ses yeux l'étudiant comme si elle décidait de poursuivre ou non cette mascarade. Puis elle sourit, mais ce sourire était dénué de toute chaleur. « Tu as creusé plus profondément que je ne le pensais, » dit-elle, sa voix calme, presque admirative. « Très bien, parlons. Sans mensonge. » Elle s'assit en tailleur sur le canapé, sa posture était détendue, mais il y avait en elle une force palpable. John demeura debout, ses mains serrées en poing. « Oui, c'était mon idée, » commença-t-elle, son ton aussi léger que si elle parlait d'une nouvelle recette. « Pas dès le commencement, bien sûr. Quand Mark et Rachel m'ont d'abord invité, j'étais bouleversé. Mais j'ai alors réalisé que c'était cela, la liberté. La vraie. Non pas celle dont parlent les livres, mais celle que l'on ressent dans sa chair. J'en voulais davantage, et j'ai proposé de filmer. Cela nous rend égaux, John. Personne ne peut trahir, personne ne peut partir. C'est comme un équilibre parfait. » John la contempla, sa gorge se serrant. Ces paroles n'étaient pas seulement des aveux, c'était un manifeste, une déclaration de ce qu'elle était devenue. Il tenta de déceler ne serait-ce qu'une trace de remords dans sa voix, mais il n'y avait que de l'assurance. « L'équilibre » demanda-t-il, sa voix tremblante. « Tu appelles cela l'équilibre? Tu partages la couche des époux d'autrui, avec des femmes, tu filmes ces ébats, tu fais chanter les gens, et tu penses que c'est la liberté ?» Claire inclina la tête, ses yeux se plissèrent. « Que sais-tu de la liberté, John ?» demanda-t-elle, son ton plus tranchant. « Tu vis dans ton petit univers où tout doit être correct, ennuyeux, prévisible. Le travail, la maison, les enfants, le dîner à heure fixe. Crois-tu que c'est cela, vivre? C'est une cage. Je suis las de prétendre que cela me suffit. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. Il s'approcha, sa voix s'élevant. « Une cage, dit-il, c'était notre vie, Claire, notre famille. Emma, Lucas, moi, tu as tout abandonné pourquoi? Pour des soirées galantes? Pour le pouvoir sur les juges et les procureurs? » Claire se leva. Son visage se trouvait maintenant à quelques centimètres du sien. Elle ne recula point. Ses yeux flamboyaient. « Je n'ai pas quitté ma famille, » dit-elle, « je suis toujours là, John. Je suis mère. Je suis épouse. Mais je ne veux plus être seulement cela. Je veux être moi-même. Et devine quoi? Cela me plaît. J'aime celle que je suis devenue.
Je ne compte pas m'arrêter. John sentit son cœur se serrer. Ces paroles n'étaient pas seulement des aveux. C'était un verdict. Il la regarda, tentant de retrouver ne serait-ce qu'un fragment de la Claire qu'il avait aimée, mais il ne voyait qu'une étrangère. Son assurance, sa passion pour cette nouvelle existence n'était pas seulement un choix, c'était son essence même. « Tu penses que je suis faible ?» dit-il doucement. Sa voix n'était plus qu'un murmure. « N'est-ce pas ?» Claire se tut. Son regard s'adoucit, mais il n'y avait nulle contrition. « Oui, » répondit-elle. « Tu es faible, John, tu t'accroches au passé, aux chimères. Tu ne peux accepter que le monde ne soit point tel que tu le souhaites. Tu es d'un ennui mortel. Tu l'as toujours été. J'ai tenté de t'attirer, de t'offrir une chance, mais tu es trop pusillanime pour franchir le seuil. » Ces paroles tranchaient comme une lame, mais John ne détourna point le regard. Il sentit la colère céder la place à autre chose, une détermination froide et limpide. Il comprit qu'il était impossible de la reconquérir. Non point parce qu'elle ne le désirait pas, mais parce que la Claire qu'il avait connue n'existait plus. Elle avait disparu dans cette mascarade, ce cercle, ce réseau de mensonges et de pouvoir. « Crois-tu que ceci soit de la force ?» demanda-t-il. Sa voix était posée, mais résonnait d'un accent d'acier. Ces hommes les manipulent, les filment comme des bêtes en cage. Ce n'est point du pouvoir, Claire. C'est de la lâcheté. Tu as peur d'être toi-même sans ce réseau, sans ces masques. Claire éclata de rire. Son rire était âpre, presque cruel. Tu ne comprends rien, dit-elle. Il ne s'agit point de peur. Il s'agit de maîtrise. Je gouverne ma vie, mes désirs, et toi tu ne peux même pas maîtriser tes émotions. Regarde-toi, John. Tu es brisé. Et sais-tu pourquoi? Parce que tu ne peux accepter la vérité. La vérité? Il s'approcha davantage encore. Sa voix s'éleva. La vérité, c'est que tu m'as trahi. Tu as trahi nos enfants. Penses-tu qu'Emma et Lucas seront fiers quand ils découvriront qui est leur mère? Qu'elle tourne des films pour adultes avec des magistrats et des procureurs pour les tenir en laisse. Claire tressaillit. Son visage perdit de son assurance l'espace d'un instant, mais elle se ressaisit promptement. N'ose point mentionner les enfants, dit-elle. Sa voix était basse et menaçante. Ils ne sauront rien. Et tu n'oseras leur dire car alors tu ruineras leur existence. Est-ce là ce que tu désires? John se tut. Ses paroles avaient porté. Il songea aux enfants, à leur sourire, à leur innocence. Il ne pouvait concevoir comment leur expliquer que leur mère faisait partie de ce cauchemar. Mais il savait qu'il ne pourrait se taire éternellement. « Que vas-tu faire, Claire ?» demanda-t-il. « Continuer à vivre dans ce marécage? Et moi? Que veux-tu de moi? Que je me joigne à vous ou que je disparaisse ?» Claire le contempla. Ses yeux étaient froids, mais une ombre de doute s'y lisait. « Je voulais que tu sois des nôtres, dit-elle. Mais tu as fait ton choix. Si tu n'es point avec nous, tu es contre nous. Et tu sais ce que cela signifie. » Des menaces, sourit-il amèrement. En es-tu donc là? À menacer ton propre époux? Ce ne sont point des menaces, répliqua-t-elle. C'est la réalité. Vous avez vu de quoi nous sommes capables. Sarah Mills, votre école professionnelle. Ce n'est que le commencement. Si vous ne cessez pas, cela empirera. John sentit ses mains trembler, non de peur, mais de rage. Il voulait la saisir, la secouer, lui faire voir ce qu'elle était devenue. Mais il savait que c'était vain. Elle était trop loin, dans un autre monde où il n'était qu'un étranger. Je ne m'arrêterai pas, dit-il, sa voix calme mais ferme. Vous pouvez menacer, vous pouvez ruiner ma vie, mais je ne deviendrai pas complice de cela. Et je ne vous laisserai pas détruire tout ce que nous avions. Claire le regarda, son visage indéchiffrable. Alors tu as choisi ta propre voie, dit-elle. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Elle se tourna et entra dans la chambre, le laissant seul. John resta debout, sentant le silence peser sur lui.
Il réalisa que c'était la fin. Non seulement de leur mariage, mais aussi des illusions qu'il avait entretenues si longtemps. Claire était perdue, non parce qu'elle avait été entraînée, mais parce qu'elle avait choisi cette voie. Elle chérissait ce pouvoir, cette liberté, ces ténèbres. Et lui, John, n'était qu'un obstacle pour elle, un maillon faible qui devait être soit soumis, soit éliminé. Il s'assit sur le canapé, ses pensées claires mais lourdes. Il savait qu'il devait se battre, mais pas contre Claire, tout était fini avec elle. Il devait combattre ce réseau, Marc le juge, tous ceux qui le tenaient entre leurs mains. Mais comment? Il n'avait ni preuve ni allié, seulement une clé USB, des photographies et des connaissances qui pourraient lui coûter la vie. L'aube dans la banlieue était trompeusement paisible. De fins raies de lumière filtraient à travers les rideaux, tombant sur le sol du salon où John était assis, penché sur son ordinateur portable. Ses yeux étaient rouges de manque de sommeil. Ses doigts tapotaient nerveusement sur la table. La conversation avec Claire, sa froide confession, son regard rempli de mépris, avait laissé un vide en lui, mais ce vide n'était pas une défaite. C'était un combustible. John réalisa qu'il ne pouvait pas simplement partir, ne pouvait pas laisser ce réseau, Marc le juge, Claire détruire sa vie. Il devait se battre non aveuglément, non avec colère, mais avec un plan. Et ce plan commençait à prendre forme. Après cette nuit au manoir du juge Walters, John réalisa que la clé de leur pouvoir résidait dans les enregistrements. Les vidéos que Claire et les autres créaient n'étaient pas seulement des preuves compromettantes, mais le ciment qui maintenait leur système ensemble. S'ils pouvaient accéder à ces enregistrements, pirater leurs archives, ils pourraient renverser la situation. Mais pour cela, il avait besoin de quelqu'un qui comprenait la technologie mieux que lui. John n'était pas un pirate informatique. Ses connaissances se limitaient à des recherches basiques sur Internet et quelques astuces de mots de passe. Il avait besoin d'un professionnel, et il savait que trouver une telle personne dans sa position ne serait pas aisé. La première étape consistait à échapper à la surveillance. John soupçonnait qu'il était suivi non seulement par Claire, mais aussi par les hommes de Marc. Il avait remarqué une berline noire qui était apparue dans leur rue à plusieurs reprises, et un inconnu qui fumait depuis trop longtemps près du parc où se promenaient les enfants. Il ne pouvait risquer de rencontrer quiconque ouvertement, alors il commença à avancer avec précaution. Utilisant un vieux téléphone qu'il avait trouvé dans une boîte d'affaires de Chicago. C'était un modèle bon marché sans Internet, mais il convenait pour les appels et les messages. Il acheta une nouvelle carte SIM dans un magasin avec de l'argent liquide afin de ne pouvoir être retracé. John se souvenait d'un type nommé Toby qu'il avait croisé à Chicago. Toby était un technicien, un peu étrange, mais un génie. Ils s'étaient rencontrés quand John travaillait pour une firme de marketing et que Toby installait leur serveur. Il était du genre à pouvoir pirater n'importe quoi, mais préférait garder un profil bas. John ne savait pas où se trouvait Toby maintenant, mais il avait son ancien numéro. Il envoya un message, c'est John de Chicago. J'ai besoin d'aide. C'est une affaire compliquée. Je peux payer. La réponse arriva 1 heure plus tard. Où es-tu? Nomme l'endroit. Ils convinrent de se retrouver dans un café en périphérie de Boston, dans un quartier où personne du club ne chercherait John. Le café était petit avec des tables défraîchies, et l'odeur de café trop grillé. John arriva le premier, prenant une table dans le coin. Il mit une casquette et une vieille veste pour ne pas attirer l'attention. Toby apparut 10 minutes plus tard, mince avec de longs cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée, et un sac à dos d'où dépassaient des fils. Ses yeux cachés derrière ses lunettes étaient là, mais il sourit en voyant John. « Tu as l'air d'être en fuite », dit Toby en s'asseyant. Sa voix était calme, mais il y avait une légère moquerie dedans. « C'est vrai », répondit John sans entrer dans les détails. « J'ai besoin de ton aide. C'est dangereux. » Toby haussa un sourcil, mais ne recula pas. « Le danger c'est mon domaine, » dit-il. « Raconte-moi. » John hésita. Tout raconter mettrait Toby en danger, mais il n'avait pas le choix. Il commença par l'essentiel, le réseau de personnes influentes, les enregistrements, le chantage clair. Il ne mentionna pas son nom, l'appelant un contact, mais décrivit le système vidéo, caméra, archives,
qui étaient très probablement stockées sur un serveur sécurisé. Toby écouta sans l'interrompre. Ses doigts tambourinaient sur la table comme s'il résolvait déjà un problème. « Tu veux pirater leur serveur ?» demanda Toby lorsque John eut terminé. « Ce n'est pas facile, mon vieux. S'ils sont aussi redoutables que tu le dis, ils auront une protection sérieuse. De plus, s'ils découvrent que tu fouines, tu es fichu. » « Je sais, » dit John, mais c'est ma seule chance. Si j'obtiens ces enregistrements, je peux les utiliser contre eux. Toby se renversa dans sa chaise, les yeux plissés. « Les utiliser comment ?» demanda-t-il. « Tu veux les faire chanter en retour? Ou les remettre aux flics ?» John hésita. Il n'avait pas encore décidé quoi faire de ces enregistrements. Il était risqué de les remettre à la police, le juge et le procureur pourraient étouffer l'affaire. Le chantage se rapprochait davantage de leurs règles, mais John ne voulait pas devenir comme eux. Son objectif était plus simple, détruire le système et s'en sortir les mains propres. « Je veux qu'ils perdent leur pouvoir, dit-il, pour que ces enregistrements cessent d'être leur arme, et ensuite je partirai. Avec les enfants, je recommencerai. » Toby hocha la tête, son visage devenant plus grave. « D'accord, dit-il, je marche, mais cela coûtera cher, et j'ai besoin de plus d'informations. Où sont stockées les archives? Quel type de serveur? Qui l'administre? Sans cela, je ne commencerai même pas. » John sortit la clé USB de sa poche et la tendit à Toby. « Voici tout ce que j'ai, » dit-il. « Vidéo, photo, non. C'est le commencement. » Toby prit la clé USB, ses doigts bougeant rapidement comme s'il imaginait déjà le code. Il la glissa dans son sac à dos et regarda John. « Donne-moi quelques jours, dit-il. Je verrai ce qui peut être fait, mais John, sois prudent. S'ils sont ce que tu dis qu'ils sont, ils ne font pas que surveiller. Ils attendent que tu commettes une erreur. » John acquiesça, sentant le poids sur ses épaules s'alléger un peu. Pour la première fois depuis des semaines, il avait un allié. Mais il savait que Toby avait raison. Une erreur pourrait lui coûter tout. En rentrant chez lui, John devint encore plus prudent. Il évitait les conversations avec Claire, se limitant à de courtes phrases sur les enfants ou les affaires domestiques. Elle ne semblait pas remarquer son détachement ou faisait semblant. Sa vie continuait. Travail, réunion, sourire qui paraissait maintenant comme un masque aux yeux de John. Il l'observait, mais pas comme avant. Maintenant, il ne cherchait plus des preuves de son infidélité, mais des informations sur le cercle. Où garde-t-il les archives? Qui gère les serveurs? Il savait que Mark, en tant qu'avocat, était peu susceptible de s'occuper de l'aspect technique, mais quelqu'un dans leur cercle devait être le cerveau du système. Un soir, lorsque Claire partit pour une réunion, John décida de tenter sa chance. Il savait qu'elle laissait souvent son ordinateur portable dans la chambre, et bien qu'il fût protégé par un mot de passe, John avait remarqué qu'elle notait parfois ses mots de passe sur des pense-bêtes. Il fouilla son bureau et trouva un petit morceau de papier dissimulé sous un livre. Il portait une série de chiffres et de lettres. John alluma l'ordinateur portable, saisit le mot de passe et se figea lorsque l'écran s'illumina. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, mais il commença par les dossiers. La plupart étaient vides ou contenaient des fichiers de travail, des rapports de bibliothèque, des plans d'événements. Mais un dossier simplement nommé 47 était chiffré. John n'essaya pas de l'ouvrir. Il savait que cela attirerait l'attention. Au lieu de cela, il le copia sur un disque externe et envoya un message à Toby, « Trouvez quelque chose, vérifie. » Toby répondit quelques heures plus tard, « C'est sérieux et chiffré selon des standards militaires. J'ai besoin de temps. » John sentit son cœur battre plus vite. Il était proche, mais chaque pas le rapprochait de l'abîme. Pendant ce temps, la pression du cercle continuait sans relâche. John reçut une autre lettre de l'école, cette fois concernant le comportement inapproprié d'Emma, bien qu'il sût que c'était un mensonge. Son ancien patron appela laissant entendre que des rumeurs de violence avaient atteint les clients. John savait que c'était leur œuvre. Il lui rappelait qu'il était sous leur contrôle, mais il n'allait pas abandonner. 3 jours plus tard, Toby appela. Sa voix était excitée, presque fiévreuse.
J'ai trouvé leur serveur, dit-il. Il est dans le nuage mais physiquement quelque part à Boston. Ils ont un administrateur, quelqu'un sous le pseudonyme de Le Surveillant. Je peux le pirater, mais j'ai besoin d'accéder à leur réseau. Physiquement quelque part où ils se connectent. John y réfléchit. Le bâtiment 47 était l'endroit le plus probable, mais il était presque impossible d'y pénétrer. Il se souvint du sous-sol de Mark et Rachel, de la caméra, du disque dur. Cela pourrait être un point d'accès. Je connais l'endroit, dit-il, mais c'est dangereux. Dangereux pour moi, répliqua Toby. Dis-moi quand. Ils convinrent de se rencontrer dans 2 jours. John savait que c'était sa dernière chance. S'il pouvait pirater les archives, il obtiendrait des enregistrements non seulement de Claire, mais aussi du juge, du procureur, de tous ceux qui dirigeaient ce réseau. Il pourrait les remettre au FBI, aux médias, partout où il ne serait pas étouffé. Mais il savait aussi que cela ferait de lui une cible, non seulement pour le cercle, mais aussi pour Claire. La nuit, pendant que Claire dormait, John s'assit dans le salon, contemplant une photographie des enfants. Emma et Lucas étaient son ancrage, sa raison de se battre. Il ne pouvait pas, son esprit était clair, son cœur battant d'une détermination renouvelée. Il savait qu'il était au bord du précipice, mais pour la première fois depuis des mois, il avait le sentiment d'avoir une chance. Le plan d'évasion était périlleux, mais c'était son unique chemin vers la liberté, non seulement pour lui, mais pour ses enfants, pour leur avenir qu'il avait juré de protéger. Les ténèbres de la banlieue semblaient plus épaisses qu'à l'ordinaire, comme si la nuit s'était densifiée pour dissimuler ce qui allait se produire. John était assis dans la voiture garée à 2 pâtés de maison de chez Mark et Rachel, ses doigts agrippant le volant. À ses côtés sur le siège passager, Toby manipulait son ordinateur portable, son visage illuminé par la lueur bleutée de l'écran. Le plan était simple mais risqué. S'introduire dans le sous-sol, se connecter à leur réseau, et donner à Toby l'accès au serveur où étaient stockées les archives du cercle. John savait que c'était sa dernière chance de détruire le système, mais chaque pas était comme marcher dans un champ de mines. Il ne faisait confiance à personne, pas même à lui-même, mais Toby, avec son assurance désinvolte, était le seul sur qui il pouvait compter. « Prêt ?» demanda Toby sans quitter l'écran des yeux. Sa voix était calme et on y percevait une tension. John acquiesça, bien que son estomac se nouât d'anxiété. Il vérifia son sac à dos, lampe de poche, outils, clé USB, avec un programme que Toby avait préparé. Il devait agir rapidement. Mark et Rachel étaient à une autre réunion, mais John ignorait de combien de temps il disposait. Il sortit de la voiture, Toby le suivit, et ils se dirigèrent vers la maison, restant dans l'ombre des arbres. La rue était silencieuse, seul le bruit lointain des voitures troublait le calme. John était déjà descendu dans ce sous-sol, savait comment ouvrir la fenêtre, mais maintenant chaque bruissement semblait une menace. Il sentait qu'on l'observait, bien qu'il ne vit personne. Toby, en revanche, paraissait presque détendu, son sac à dos tintant légèrement, mais il se déplaçait silencieusement comme une ombre. Ils atteignirent l'arrière-cour. John s'accroupit près de la fenêtre du sous-sol, ses doigts pressant délicatement contre le cadre. Elle céda comme la dernière fois, et il ressentit un léger soulagement. Il se glissa à l'intérieur et Toby le suivit. Le sous-sol sentait l'humidité et la poussière, mais la caméra et le disque dur étaient toujours là. Toby sortit immédiatement son ordinateur portable et commença à se connecter à l'appareil. « Donne-moi 5 minutes, chuchota-t-il, si c'est leur point d'accès, je peux m'introduire. » John acquiesça, ses yeux suivant l'escalier qui menait dans la maison. Il prêtait l'oreille à chaque bruit, mais ne percevait que le ronronnement feutré de l'ordinateur portable et le cliquetis des touches. Le temps s'écoulait avec une lenteur suppliciante, et à chaque seconde ses nerfs se tendaient davantage. Il songeait à Claire, à ses paroles, à la façon dont elle l'avait qualifié de faible. Ces mots le brûlaient, mais ils lui insufflaient aussi de la force. Il n'était point faible. Il se trouvait là dans les entrailles de la demeure ennemie, prêt à faire s'effondrer leur système. Toby se figea soudain, son visage se durcissant. « Diable !» marmonna-t-il. Ils ont renforcé leur défense. Ce n'est point un simple serveur, c'est un labyrinthe. Il me faut davantage de temps. Combien ? demanda John, la voix éraillée.
10 minutes, peut-être 15. John sentit son cœur se serrer. 15 minutes dans ces souterrains équivalaient à une éternité, mais il acquiesça, comprenant qu'il était trop tard pour battre en retraite. Il se dirigea vers la fenêtre pour surveiller la rue, mais à cet instant il perçut un son qui le glaça d'effroi. Les pneus crissèrent sur le gravier et les phares illuminèrent la cour. John s'accroupit, sa respiration devenant saccadée. « Ils sont de retour » chuchota-t-il. « Toby, hâte-toi. » Toby ne répondit point, ses doigts voltigeant sur le clavier. John jeta un regard par la fenêtre et vit Mark et Rachel descendre de voiture, mais ils n'étaient point seuls. Claire les accompagnait. Sa silhouette, sa démarche, il les reconnaîtrait entre mille. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle n'aurait point dû se trouver ici. Était-elle au courant? Ou n'était-ce qu'une coïncidence? La porte de la demeure claqua et des voix résonnèrent depuis l'étage. John se tourna vers Toby, son chuchotement frôlant la panique. « Nous devons partir. »« Maintenant juste 1 minute, » répliqua Toby sans lever les yeux de l'écran. « J'y suis presque. » John voulut protester, mais à cet instant la lumière du sous-sol s'alluma. Il se retourna et aperçut Claire debout dans l'escalier. Son visage était glacial, ses yeux brûlaient de courroux. Mark se tenait derrière elle, la main posée sur la rampe, et son sourire était presque compatissant. « John, dit Claire, sa voix était posée mais l'acier y perçait. Pensais-tu vraiment que je ne découvrirais rien? » John se figea, ses pensées s'emballant. Toby leva les yeux, ses doigts s'immobilisant. Mark descendit au sous-sol. Ses mouvements étaient lents, assurés. « Tu as commis une grave erreur, dit-il en regardant John. Nous savions que tu fouinais, mais ceci dépasse les bornes. » John regarda Claire, tentant de déceler quelques traces de regret sur son visage, mais ne vit que détermination. Elle l'avait trahi. Non seulement en tant qu'épouse, mais en tant qu'être en qui il avait placé sa confiance, il sentit sa colère céder place à une lucidité glacée. « Tu les as prévenus, dit-il, sa voix calme mais ferme. Tu les as choisis? » Claire inclina la tête, ses lèvres se courbant légèrement. « J'ai choisi pour moi-même, répondit-elle. Et toi tu as toujours choisi les illusions. Je t'ai donné une chance, John, mais tu as choisi de jouer les héros. » Mark s'approcha, ses yeux se posant sur Toby. « Qui êtes-vous? » demanda-t-il. Nouvel ami, pirate informatique, Toby resta silencieux, son visage indéchiffrable. John savait qu'il devait le protéger, le distraire. « C'est mon idée, dit-il en regardant Mark. Laisse-le tranquille. Il ne fait que ce que je lui dis. » Mark rit, son rire était grave, presque sinistre. « Penses-tu que ce soit si simple? » dit-il. « Tu n'es pas seulement une menace, John. Tu es le problème maintenant, et nos problèmes se règlent rapidement. » Claire s'avança, sa voix froide. « Je vais l'emmener chez Walter, dit-elle à Mark. Il saura quoi faire. » John sentit son cœur se serrer. Le juge Walter, un homme dont le pouvoir dans ce réseau était absolu. Il savait que ce n'était pas que des paroles. C'était la fin. Lui et Toby furent sortis du sous-sol et mis dans la voiture de Mark. Claire s'assit à l'avant, son regard fixé droit devant comme si John n'existait pas. Ils roulèrent en silence, seul le bruit du moteur brisant le silence. John regarda par la fenêtre, ses pensées claires mais lourdes. Il avait perdu. Claire connaissait son plan, peut-être depuis le tout début. Elle l'avait manipulé comme un pion, et maintenant il était entre leurs mains. Ils arrivèrent au manoir de Walter, le même où se déroulait la réception. La nuit était sombre, mais les fenêtres brillaient comme les yeux d'un prédateur. John et Toby furent menés dans un bureau au 2e étage où le juge était assis à un bureau massif. Son visage était calme, presque bienveillant, mais ses yeux trahissaient un calcul froid. « Asseyez-vous, John » dit Walter en désignant une chaise. « Votre ami peut rester debout. » John se redressa, ses mains sur ses genoux pour cacher ses tremblements. Toby resta près de la porte, son visage tendu mais silencieux. Mark et Claire se tenaient derrière,
leur présence pesant comme une ombre. Vous nous avez causé beaucoup de problèmes, commença Walter, sa voix douce mais menaçante. Nous avons essayé d'être patients. Ils vous ont donné une chance, mais vous avez décidé de jouer contre nous, et maintenant vous êtes ici. John le regarda, la gorge sèche. Il savait que chaque mot pouvait être le dernier. « Que voulez-vous » demanda-t-il, sa voix égale malgré sa peur. Walter sourit, ses doigts entrelacés. « Vous avez deux options, dit-il. Premièrement, vous devenez des nôtres. Pleinement, nous vous donnerons tout le pouvoir, l'argent, les femmes, une vie dont vous n'avez jamais même rêvé. Vos problèmes disparaîtront. Sarah Mills, les rumeurs, votre travail, tout sera effacé comme si cela n'avait jamais existé. » Et la seconde, demanda John, bien qu'il connût déjà la réponse. Walter se pencha plus près, ses yeux se plissant. « Tu disparaîtras, dit-il. Un accident de voiture, noyade, peu importe. Personne ne cherchera. Tes enfants grandiront avec une mère qui sait comment s'occuper d'eux. Et toi, tu n'existeras tout simplement plus. » John sentit son sang se glacer. Il regarda Claire mais elle détourna les yeux. Son silence était plus éloquent que les mots. Elle était d'accord avec cela. Elle était prête à le sacrifier pour sa nouvelle vie. « Pourquoi moi » demanda-t-il, sa voix tremblante. « Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement me laisser tranquille » Walter se recula dans son fauteuil, son sourire s'élargissant. « Parce que tu en sais trop, dit-il. Et tu n'es pas de ceux qui gardent le silence. Tu l'as déjà prouvé. Nous ne pouvons prendre de risques. » John resta silencieux, ses pensées s'emballant. Il pensa à Toby, à la clé USB, au serveur. S'il accepte, il se perdra. S'il refuse, il perdra la vie. Mais il y avait une troisième voie, gagner du temps, trouver une échappatoire, terminer ce qu'il avait commencé. « Donnez-moi un jour, dit-il finalement. Je vais réfléchir. » Walter regarda Mark puis Claire. Elle hocha la tête. Son visage était indéchiffrable. « D'accord, dit Walter. Un jour. Mais n'essaie pas de fuir, John. Tu sais que nous te retrouverons. » Ils le raccompagnèrent chez lui et Toby resta avec Mark comme garantie, selon les mots de Walter. John s'assit dans le salon, contemplant les murs vides. Il savait qu'il n'y avait pas de temps. Claire l'avait trahi. Le club l'avait acculé dans un coin, mais il n'allait pas abandonner. Il devait trouver un moyen de contacter Toby, terminer le piratage et utiliser les enregistrements. C'était son dernier coup double, et il devait le jouer parfaitement. La maison Peterson, autrefois leur sanctuaire, semblait maintenant étrangère à John, comme un décor pour un film dans lequel il ne voulait pas jouer. Le clair de lune pénétrait par les fentes des rideaux, dessinant des barres comme des barreaux sur le sol. John se tenait dans le salon, sa respiration lourde, ses mains serrant un vieux couteau de cuisine qu'il avait pris sans réfléchir, simplement parce qu'il traînait sur la table. 1 heure plus tôt, il avait reçu un message de Toby. « Je suis dans leur réseau. Donne-moi encore 1 heure, et les archives seront à nous. » Mais cette heure pourrait être la dernière. Le juge Walter lui avait donné un jour et ce jour s'écoulait. Le club savait qu'il n'abandonnerait pas, et John sentait l'étau se resserrer autour de son cou. Claire entra dans la maison silencieusement, ses talons claquant à peine sur le parquet. Elle s'arrêta dans l'embrasure du salon, sa silhouette se découpant nettement dans la pénombre. Elle n'alluma point la lumière et ce fut là le premier signal qui lui révéla sa présence. Elle sut que cette nuit ne serait point ordinaire. Son sac glissa de son épaule, chutant au sol dans un bruit sourd et feutré, et elle s'avança, ses yeux étincelants comme ceux d'un prédateur flairant sa proie. « Tu es encore là » dit-elle, sa voix grave, presque railleuse. « Je pensais que tu allais t'enfuir. Ou accomplir quelque chose d'héroïque. » John ne répondit point immédiatement. Ses doigts se crispèrent sur le manche du couteau, mais il le tenait contre sa hanche, le dissimulant dans les ombres. Il la contempla, tentant de déceler sur son visage ne serait-ce qu'un vestige de la Claire qu'il avait chérie, mais il ne vit que la femme qui avait anéanti son univers. Ses paroles, sa trahison, cette assurance qu'il était faible, le brûlaient comme de l'acide.
Je ne fuis point, dit-il enfin, sa voix rauque mais ferme, et tu le sais bien. Claire sourit, ses lèvres se courbant en un sourire familier, mais désormais étranger. Elle s'approcha davantage, ses mouvements lents, presque théâtraux. Je sais, dit-elle. Tu as toujours été obstiné. Mais ceci n'est point de l'obstination, John. C'est une faiblesse. Tu t'accroches à quelque chose qui n'existe plus, à nous, à la famille, à tes principes moraux. Elle prononça ces derniers mots avec un léger mépris, et John sentit la colère s'embraser dans sa poitrine. Il fit un pas en avant, le couteau dans sa main trembla, mais il ne le leva point encore. Claire remarqua ce mouvement et ses yeux se plissèrent, mais elle ne recula point. « Que vas-tu faire » demanda-t-elle, sa voix se faisant plus douce, mais une note nouvelle y apparut, un défi. « Supprime-moi, allons John. Montre que tu possèdes au moins un peu de courage. » Ces paroles furent comme un coup de fouet. John se figea, sa respiration devenant saccadée. Il la regarda, contempla ce visage qui avait jadis été son foyer, et sentit deux êtres se battre en lui. L'un voulait plonger la lame dans sa poitrine, l'autre voulait la jeter et partir. Le couteau était lourd, sa lame luisait faiblement dans le clair de lune, et John savait qu'un seul coup pourrait tout achever. Sa trahison, ses moqueries, sa nouvelle existence, tout cela pourrait disparaître en un instant. Mais ensuite, que deviendrait-il s'il accomplissait cet acte? Penses-tu que j'en sois incapable? Demanda-t-il, sa voix tremblante, mais l'acier y perçait. Crois-tu que je n'en ai point la force? Claire éclata de rire, son rire était dur, presque dément. Elle s'approcha encore davantage, désormais seuls quelques pas les séparaient. Ses yeux flamboyaient, mais nulle crainte ne s'y lisait, seulement de l'assurance, presque du triomphe. « Tu es un faible, John, dit-elle. » Sa voix était froide comme la glace. « Tu l'as toujours été. Tu ne peux même pas accepter la vérité, encore moins agir en conséquence. Supprime-moi donc. Tu ne peux même pas me regarder dans les yeux sans te remémorer notre bonheur d'antan. Et sais-tu pourquoi? Parce que tu m'aimes encore, même à présent. » Ces paroles le transpercèrent plus profondément qu'il ne l'avait escompté. John sentit sa main armée du couteau se lever presque instinctivement, mais il s'arrêta. Son cœur battait la chamade, le sang pulsait à ses tempes. Elle avait raison, il l'aimait encore, ou du moins aimait la Claire qu'elle fut jadis. Mais cette femme qui se dressait devant lui était différente. Elle était le poison qui empoisonnait son existence, et il savait qu'il ne pouvait la laisser triompher. « Tu te trompes, dit-il, sa voix feutrée mais empreinte d'une force nouvelle. Je ne suis point faible. Et je ne t'aime point. Pas cette version de toi. » Claire inclina la tête, son sourire s'aiguisant. « Alors fais-le, dit-elle, sa voix presque un murmure. Supprime-moi, John. Libère-toi. Ou as-tu peur? Crains-tu que sans moi tu ne sois rien? » Elle s'approcha davantage encore. Désormais, moins d'un mètre les séparait. John perçut son souffle, son parfum familier mais désormais étranger. Le couteau dans sa main pesait lourd comme le destin, et il sut que c'était l'instant de vérité. Un coup, et tout serait terminé. Ses railleries, sa trahison, son emprise sur lui. Mais il savait aussi que cela ferait de lui leur semblable. Marc, le juge, tout leur réseau. L'homicide ne le libérerait point. Il l'enchaînerait à eux pour l'éternité. « Tu veux que je commette cet acte » dit-il, sa voix égale, presque sereine. « Tu me provoques car tu sais que c'est ta seule voie vers la victoire. Mais je ne t'accorderai point cette victoire. » Claire le dévisagea, ses yeux se plissant. Pour la première fois de tout leur entretien, l'incertitude traversa son regard. « Tu ne partiras point, dit-elle, mais sa voix était moins assurée. Ils te retrouveront. Walter, Marc. Tu n'en sortiras point vivant. » John abaissa lentement le couteau, ses doigts se desserrant, et la lame chuta au sol dans un bruit sourd. Il plongea son regard dans le sien, et dans ses yeux il n'y avait ni colère ni crainte, seulement la clarté. « Peut-être, dit-il, mais je partirai selon mes propres termes. Ni selon les tiens, ni selon les leurs. » Il se tourna et marcha vers la porte. Ses pas étaient fermes malgré le tremblement qui parcourait son corps.
Claire ne bougea point, sa respiration était lourde, mais elle ne l'arrêta point. Il sentit son regard, mais ne se retourna point. Il savait que c'était la fin, non seulement de leur union, mais aussi de ses illusions. Claire était perdue, et il ne pouvait la sauver. Mais il pouvait se sauver lui-même ainsi que ses enfants. Sortant à l'extérieur, John inspira l'air froid, ses poumons le brûlant. Il sortit son téléphone et envoya un message à Toby. « Fais-le. Je suis prêt. » Il savait que le temps lui était compté. Claire appelait très probablement déjà Mark ou Walter pour leur dire qu'il avait refusé. Mais John n'avait nullement l'intention de fuir. Il allait se battre. Il monta dans sa voiture et se rendit au café où il avait rencontré Toby pour la première fois. Il y serait en sécurité, du moins pour quelques heures. Il pensa aux enfants, à Emma et Lucas, qui dormaient maintenant chez des amis. Il devait les protéger, même si cela signifiait détruire tout ce qui le liait à Claire. Les archives du cercle constituaient sa seule arme, et il savait que Toby était sur le point de les percer à jour. S'ils obtenaient les enregistrements, il pourrait les remettre au FBI, aux médias, partout où il ne serait pas étouffé. Mais John savait aussi que cela ferait de lui une cible, non seulement pour le cercle, mais aussi pour Claire, qui était désormais leur fidèle soldat. Au café, il commanda un café et s'installa dans un coin, ses yeux surveillant la porte. Il songea à la façon dont tout avait commencé la nouvelle maison, le sourire de Claire, leurs espoirs. Maintenant cela ressemblait à un rêve qui s'était mué en cauchemar. Mais John n'éprouvait aucun regret. Il avait fait un choix, et ce choix était sa force. Il n'était pas devenu un meurtrier, n'était pas devenu partie intégrante de leur monde. Il était resté lui-même, et c'était plus qu'il ne pouvait lui prendre. 1 heure plus tard, un message de Toby arriva. « Je suis à l'intérieur. J'ai les notes. Quelle est la suite ?» John sourit pour la première fois depuis des semaines. Il savait que ce n'était pas une victoire, mais c'était un pas. Un pas vers la liberté, vers la vérité, vers une vie qu'il construirait à nouveau sans Claire, sans le cercle, sans masque. Il répondit remêlé au FBI, anonymement, et disparaît. Puis il éteignit le téléphone et regarda par la fenêtre. La nuit était sombre, mais quelque part là-bas, au-delà de l'horizon, il cherchait la lumière, et il savait qu'elle viendrait à lui, quel qu'en soit le prix. John contempla son reflet dans l'eau boueuse de l'étang. Son visage déformé par les ondulations lumineuses, comme si le temps lui-même tentait d'effacer ses traits. Il se tenait sur une route solitaire à plusieurs kilomètres de Boston. Ses vêtements trempés de sueur et de poussière. Le sac à dos ne contenait que l'essentiel, un nouveau passeport, un peu d'argent liquide, une clé USB avec une copie des archives, et un vieux téléphone qu'il utilisait pour contacter Toby. Le plan était risqué, presque insensé, mais c'était le seul moyen d'échapper à l'emprise du cercle sans laisser de traces. Il devait mourir. Pas réellement, mais pour tous ceux qui le connaissaient. L'idée de simuler sa mort lui était venue cette nuit-là, après sa confrontation avec Claire. Ses paroles, faible européen, résonnaient encore dans sa tête, mais elles ne lui faisaient plus mal. Elles étaient devenues un défi. Il n'était pas faible, et il le prouverait en détruisant leur système de l'intérieur. Mais pour cela, il devait disparaître pour devenir un fantôme que personne ne chercherait. Toby, avec son génie et sa vision cynique du monde, était la clé de ce plan. Ils se rencontrèrent dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, où des poutres rouillées et des fenêtres brisées donnaient l'illusion de l'abandon. Toby était assis à la table pliante, son ordinateur portable entouré de fils et la faible lueur de l'écran illuminant son visage. Il paraissait fatigué, mais ses yeux pétillaient d'excitation. « Tu es sûr ?» demanda Toby sans lever les yeux de son clavier. « Ce n'est pas qu'un jeu, John. Si nous faisons cela, il n'y aura pas de retour en arrière. »« J'en suis sûr, » répondit John, sa voix ferme malgré le froid dans sa poitrine. « Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne m'auront pas eu. C'est ma seule chance. » Toby hocha la tête et retourna au travail. Le plan était complexe, mais réalisable. John était censé périr dans un accident de voiture suffisamment plausible pour que personne ne pose de questions. Toby utilisa ses connexions sur le web obscur pour falsifier les images de vidéosurveillance et les rapports médicaux.
Ils trouvèrent une vieille voiture que Toby pirata pour la faire s'enflammer sur une route déserte. John y laissa ses affaires, un portefeuille, un téléphone, même du sang prélevé d'une veine à l'avance. Cela devait ressembler à une perte de contrôle, un crash contre un arbre, et une combustion totale. Mais ce n'était que la moitié du plan. La seconde partie était plus importante, les archives du cercle. Toby pirata leur serveur, copiant des centaines de vidéos, documents et correspondances. C'était de la compromission non seulement sur Claire, Mark et le juge Walter, mais aussi sur des dizaines d'autres politiciens, hommes d'affaires, même le prêtre de la paroisse locale. John ne voulait pas les faire chanter comme ils se faisaient chanter mutuellement. Il voulait détruire leur système en l'exposant au monde. J'enverrai une partie des documents au FBI, dit Toby, ses doigts voltigeant sur le clavier. Anonymement à travers plusieurs proxys. Ils ne pourront pas remonter la trace, mais je ne peux pas garantir qu'ils commenceront à creuser. Ces types ont le bras long. Pas tout d'un coup, répondit John. L'essentiel est de semer le chaos. Qu'ils commencent à se soupçonner mutuellement et à chercher un traître. Cela me donnera du temps. Toby le regarda. Son regard mélange d'admiration et d'inquiétude. Tu as changé, dit-il. Avant tu n'étais qu'un homme qui voulait sauver sa famille, et maintenant tu joues selon leurs règles. John ne répondit pas. Il savait que Toby avait raison. Quelque chose se brisa en lui. Non pas la faiblesse, mais les illusions. Il ne croyait plus en la justice, en la bonté, en la possibilité que le monde pût être corrigé. Mais il croyait en la vengeance et en la liberté. Le désastre fut orchestré 2 jours plus tard. John observa de loin les flammes dévorer la voiture, tandis que les sirènes des véhicules de police déchiraient la nuit. Il sentit son ancienne existence se consumer avec le métal, et cela était à la fois douloureux et libérateur. Le lendemain, les nouvelles rapportèrent la mort tragique de John Peterson. Claire Mark, la juge en qui tous avaient foi. John savait que Claire ne pleurerait pas, mais qu'elle pourrait ressentir un soulagement. Il représentait une menace pour elle, et désormais cette menace avait disparu. Toby accomplit sa part. Une semaine après la mort de John, des fuites anonymes commencèrent à apparaître en ligne. D'abord, plusieurs vidéos où les visages étaient floutés, mais les noms clairement mentionnés. Le juge Walter, le procureur, les hommes d'affaires, leur réputation commencèrent à se fissurer. Puis des documents émergèrent sur le Darknet, reliant le cercle à des comptes offshore, et à la corruption de fonctionnaires. Le FBI entama une enquête, bien que John sut qu'elle serait lente, trop de figures puissantes étaient impliquées. Mais le chaos avait déjà commencé. Les membres du cercle paniquèrent. Quelqu'un disparut après être parti à l'étranger. Quelqu'un se retrouva dans les nouvelles avec des gros titres évoquant un suicide. Mark s'évanouit sans laisser de traces. Rachel fut découverte dans son atelier, victime d'une overdose. Claire, selon les rumeurs, avait quitté Boston, mais John ignorait sa destination. Il ne voulait pas le savoir. Lui-même était en fuite. Un nouveau passeport, un faux nom, Jacob Rivera, et un billet aller simple pour l'Amérique du Sud. Il choisit une petite ville d'Argentine où personne ne posait de questions et où la vie s'écoulait lentement, comme une rivière devant la fenêtre de son appartement loué. L'argent qu'il avait économisé et celui que Toby l'avait aidé à retirer par crypto-monnaie, lui permettaient de rester discret. Il n'était pas riche, mais il était libre, du moins le pensait-il. La scène finale de sa nouvelle existence commença dans une salle de bain exiguë, où un miroir fêlé reflétait son visage. John ou désormais Jacob avait changé. Ses cheveux étaient plus courts, striés de gris qu'il ne teignait pas. La barbe qu'il avait laissée pousser dissimulait des traits que toute la banlieue de Boston avait jadis connus. Mais les changements n'étaient pas seulement extérieurs. Ses yeux, autrefois emplis d'espoir, étaient maintenant durs, presque vides. Il contempla son reflet et ne se reconnut pas. L'homme dans le miroir n'était ni une victime, ni un héros, mais quelque chose entre les deux, une ombre qui avait survécu, mais en avait payé le prix. Il se détourna du miroir et s'assit à la table où trônait le vieil ordinateur portable. L'écran luisait, révélant le dossier que Toby lui avait transmis avant de s'évanouir dans les ténèbres. « Tu voudras contempler ceci » avait-il écrit.
John ouvrit le dossier et son souffle se figea dans sa poitrine. De nouveaux visages apparurent, de nouveaux noms, de nouvelles entrées sur l'écran luminescent. Point Boston, point le club, mais un autre réseau, une autre toile, où des êtres dotés de pouvoir et de fortune s'adonnaient au même jeu pervers que Walter Mark Clair. Avant que Toby ne disparaisse, il lui avait légué la clé non point vers la liberté, mais vers un nouveau jeu de corruption. John se renversa dans son fauteuil, ses doigts planant au-dessus du clavier tel un oiseau de proie hésitant. Il pouvait effacer le dossier, l'oublier, recommencer son existence comme Jacob Rivera, comme nul autre. Il pouvait devenir cultivateur, ouvrir un café, élever des enfants qu'il espérait un jour ramener au foyer. Mais il savait qu'il ne le ferait point. Le système qu'il avait anéanti n'était qu'une parcelle de quelque chose de plus vaste, et ce nouveau dossier en constituait la preuve irréfutable. Cela l'appelait, tels les eaux sombres dans lesquelles il avait déjà plongé une fois. Il songea à Claire, à sa raillerie, « Tu n'es qu'un faible ». Elle se trompait, il n'était point faible, mais était-il désormais partie intégrante du système qu'il abhorrait, ou était-il devenu son nouvel architecte, celui qui réécrira les règles? Ses doigts effleurèrent le clavier et il ouvrit la première séquence. Le visage sur l'écran lui était inconnu, mais John savait que ce n'était là que le commencement. Il sourit, non point du sourire qu'il arborait à Boston, mais d'un nouveau froid comme l'acier. Fin. Merci de nous avoir regardés. Soutenez-nous avec le bouton j'aime et partagez vos réflexions sur cette histoire dans les commentaires.